Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition. Voici les titres qui vous seront développés. Le président de la République a reçu aujourd'hui le Premier ministre de la République fédérale de la Somalie. Dans l'actualité nationale toujours, retour de la mission d'assistance médicale djiboutienne qui avait prêté main forte aux forces sanitaires de la Somalie, victimes d'un dangereux attentat. Et dans l'actualité régionale, Ebola, la peur gagne du terrain en Ouganda. Voilà pour les titres, bonjour à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu ce jeudi, en fin de matinée au Palais de la République, le Premier ministre de la République fédérale de Somalie, Hamza Abdi Barre, à Djibouti depuis mardi dernier, où il effectue une visite de travail placée sous le signe du renforcement des liens de fraternité, d'amitié et de coopération entre les deux pays et les deux peuples. L'audience entre le chef de l'État et le Premier ministre somalien servit d'emblée de cadre à l'élaboration d'un tour d'horizon des relations d'échange et de coopération entre les deux nations sœurs aux liens exceptionnels tissés par le fil de la proximité géographique et de la communauté de culture, de valeurs et de langues. Elle permet ensuite aux deux parties d'identifier des procédés additifs de collaboration susceptible d'insuffler une dynamique nouvelle dans les échanges que les deux nations entretiennent dans la quasi-totalité des domaines de développement. L'économie, le commerce, les télécommunications, le transfert de compétences, notamment dans le secteur portuaire, constituent entre autres les domaines phares autour desquels la République de Djibouti et la République fédérale de Somalie entretiennent une coopération fructueuse. Outre le volet bilatéral, les entretiens ont été mis à profit aussi pour échanger sur l'évolution de la situation en Somalie, notamment sur l'état d'avancement de l'ambition programme de l'État somalien visant à restaurer une sécurité pleine et entière sur toute l'étendue de son territoire. Partisan effréné de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Somalie, la République de Djibouti dispose d'un contingent militaire au sein des forces de la mission de transition de l'Union africaine. Dans l'actualité également, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdillah, et le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Mustafa Mohamed Mahmoud, ont accueilli hier soir sur le tarmac de l'aéroport international d'Ambouli les membres de la mission d'assistance médicale djiboutienne qui fut dépêchée à Mogadiscio au lendemain des attentats meurtriers. Après le succès de cette mission médicale qui a été envoyée sur instruction du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, le ministre de la Santé a salué de vive voix tous les membres de cette mission qui ont appuyé les autorités sanitaires somaliennes pour soigner et porter assistance aux blessés somaliens. Le ministre a remercié donc au nom de la nation djiboutienne l'ensemble de l'équipe médicale pour leur engagement et leur contribution en faveur de nombreux blessés somaliens en leur dispensant les soins appropriés sur place à Mogadiscio. L'initiative louable de solidarité médicale lancée par Djibouti a engendré des messages de gratitude par le gouvernement fédéral de la Somalie tout en faisant l'objet de vives félicitations dans toute la sous-région de la Corne de l'Afrique. Par ailleurs, la République de Djibouti a également fait don d'un lot important de médicaments et matériel médical dans le cadre de cette présente mission médicale. Il s'agit de la deuxième mission médicale djiboutienne du genre, souligne la solidarité donc fraternelle exemplaire qui perdure entre les deux républiques sœurs de la Somalie et de Djibouti.
Et dans un mot prononcé à l'endroit de ces équipes médicales, le ministre de la Santé a d'emblée salué et manifesté toute la gratitude et la reconnaissance de la nation pour ce que ces médecins et chirurgiens et infirmiers donc ont accompli en Somalie. Vous vous êtes porté volontaire à aider vos frères et sœurs de la Somalie, a indiqué le ministre. Avec acharnement, dévouement et une certaine exemplarité et professionnalisme, vous avez donc achevé avec brio votre mission à Mogadiscio. Vous êtes un groupe multidisciplinaire issu du ministère de la Santé, mais aussi de la CNSS, de l'armée, de la police, pour former un seul corps afin de porter assistance à vos frères et sœurs somaliens. Et je voudrais remercier, a indiqué le ministre de la Santé, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh, qui a immédiatement ordonné de mettre sur pied cette mission médicale en direction de la capitale somalienne. C'était donc l'appel à la prière d'Al-Asr. Nous retrouvons la suite de notre journal. Le ministère de la Femme et de la Famille, en collaboration avec le ministère du Travail, chargé de la formalisation et de la protection sociale, et le ministère du Commerce et du Tourisme, a organisé ce matin un important atelier sur les femmes et le secteur informel dans la salle de réunion du Sheraton Hotel. L'atelier a vu la participation des membres du gouvernement précité et de plusieurs cadres supérieurs et experts sectoriels. L'objectif principal de l'atelier est l'amélioration et le renforcement de l'unité sociale et économique du secteur informel. Le dynamisme et la flexibilité du secteur informel sont des atouts. À ce niveau, il suffirait d'assurer la durabilité de ces atouts en rassurant les travailleuses du secteur sur leur avenir à travers des formules adaptées de protection sociale et de législation du travail capables de préserver tout à la fois les intérêts de l'État et ceux des femmes exerçant dans le secteur informel. Concentré dans des secteurs très peu qualifiés, ce secteur représente une part importante du produit intérieur brut, donc de la richesse nationale. Des efforts donc sont importants à mener pour la formalisation de ce secteur. Moi, je parlerai plutôt de la structuration, de l'organisation et du processus donc, de formulation de ce secteur, en mettant en place un certain nombre de mesures pour accompagner les acteurs de ce secteur, dont 90% sont des femmes. Nous savons que plusieurs initiatives sont menées dans le cadre de l'ensemble des ministères qui sont représentés. Je me réjouis de voir la collaboration gouvernementale autour de cette thématique, puisque le secteur informel, poids de l'économie, ne peut être traité de façon sectorielle et ne peut être traité de façon ministérielle. Nous avons besoin donc de joindre nos efforts collectifs, partenaires au développement, gouvernement, secteur privé, associations, pour faire de cette dynamique de développement qui représente le secteur informel un secteur contributif important pour le pays, au bien des femmes et des hommes. Je vous propose à présent de suivre l'intervention du ministre du Commerce et du Tourisme. Pour moi, un réel plaisir d'être parmi vous aujourd'hui, de prendre part à cet important atelier relatif à la formalisation des femmes. Votre présence témoigne de l'importance que vous attachez à la gestion concertée, participative et durable du secteur informel. Cette transversalité nécessite la participation active de tous les services des départements concernés. En ce sens, Excellence Madame la Ministre, je tiens ici à vous rassurer du soutien permanent, de la collaboration sans faille et du concours de mon département dans vos préoccupations en matière de formalisation des femmes. À cet effet, il est important de rappeler que ce secteur représente aujourd'hui plus de 60% de l'économie nationale. Par ailleurs, c'est un secteur caractérisé par un faible et instable revenu, une absence d'organisation structurelle, de visibilité et de transparence. Il s'agit pour la plupart des unités individuelles, peu structurées et concentrées essentiellement dans le commerce, l'import-export, les services divers, les bâtiments et l'artisanat. L'intégration des productions informelles dans l'économie formelle et au sens large, le passage du secteur informel au secteur formel est un long processus exigeant des efforts constants et continus. Il est important de souligner que l'économie formelle
octroie des avantages considérables qui permettent de pérenniser l'activité économique, à savoir la garantie d'un revenu stable, une facilitation d'octroi des crédits bancaires et une participation plus efficiente à la richesse nationale. Écoutons à présent l'intervention du ministre du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale. La prédominance de l'économie informelle qui occupe à elle seule une place importante est une des caractéristiques du sous-développement du continent. Ce secteur de l'économie non structurée se distingue par de mauvaises conditions de travail, une faible productivité, de bas salaires et par l'absence de protection sociale. Les femmes occupent aujourd'hui plus de 80% de l'emploi dans ce secteur. Le ministère du Travail, en charge de promouvoir les orientations en faveur d'un travail décent, la santé et la sécurité au travail, a la difficile tâche d'assurer cette prérogative. Nous comptons mettre en place un guichet de formalisation pour toutes les activités du secteur informel et proposer un nouveau statut intermédiaire transitoire avant leur formalisation effective. Nous souhaitons engager également une réflexion sur l'amélioration des conditions dans ce secteur, mobiliser les partenaires pour un programme d'appui ciblé pour formaliser leur structure. Une collaboration entre toutes les parties prenantes est essentielle pour la réalisation des objectifs de ces dynamiques. Et enfin, clôturons la série des interventions. La ministre de la Femme et de la Famille s'est réjouie de la tenue de cet atelier ô combien important pour les femmes exerçant dans le secteur informel. On l'écoute. Si je parle en termes de chiffres, les différentes données qui sont disponibles aujourd'hui dans notre pays montrent que ce secteur emploie 50% de femmes considérées comme femmes veuves, 34% de femmes divorcées et 46% de femmes qui sont âgées. De plus, les agentes féminines sont plus nombreuses dans les activités de commerce de détail, les commerces qui sont semi-grossistes. Parmi ces femmes commerçantes, on peut citer les femmes charcharies qui ravitaillent le marché de Djibouti avec les diverses marchandises en provenance des pays voisins et des pays du Golfe. Le rôle du secteur informel est ainsi plus qu'affirmé et nous reconnaissons en tout cas que ce rôle de renforcement de la résilience auprès d'une population aux connaissances modestes et dont l'inclusion économique dans le secteur formel est difficile. Mais par la même occasion, nous nous soucions fortement de la fragilité de ce secteur économique. Par exemple, la pandémie du Covid-19 a été la crise la plus discriminatoire que le monde ait jamais connue. Elle a affecté les personnes les plus défavorisées et la vie des femmes, surtout on pense aux conséquences du confinement sur nos femmes qui attendent des revenus journaliers et qui travaillent dans un secteur informel. Ensuite, les effets du changement climatique affaiblissent par leur part aussi de plus en plus la résistance aux divers chocs que vivent les femmes dans le secteur informel depuis plus d'une décennie. Le choix porté au plus haut niveau de l'État de ne laisser personne en dehors de la dynamique du développement est un vecteur de premier plan qui nous incite à assurer aux travailleurs du secteur informel une protection sociale capable de les prémunir contre les aléas du secteur où ils évoluent. Et ce n'est que rendre justice à des femmes que de les accompagner dans la création et l'exercice de leur activité. Dans l'actualité également, après l'entame de la formation des auditeurs de justice et des greffiers stagiaires, l'École nationale d'études judiciaires effectue aujourd'hui le lancement de la formation des élèves avocats qui sont au nombre de 20 postulants. Les élèves avocats qui se destinent à devenir des futurs avocats recevront une formation au sein de l'ENEJ à travers l'enseignement des pratiques fondamentales à l'exercice de leur profession auquel s'ajoute un stage au cabinet d'avocat. L'objectif est de les préparer à la pratique de la profession d'avocat. Sont notamment prévus dans les enseignements théoriques et pratiques la déontologie et le statut de l'avocat, les pratiques du métier de l'avocat et la rédaction des actes professionnels, l'avocat pénaliste et le management et le développement d'un cabinet.
année. À la fin de leur formation théorique et pratique, les élèves avocats devront effectuer un stage de 6 mois en cabinet d'avocat qui leur permettra d'acquérir notamment la connaissance du métier d'avocat, la pratique des droits de la défense devant l'ensemble des juridictions ou encore l'accompagnement des justiciables à tous les stades de la procédure. Pratique, c'est-à-dire comment et quel est le quotidien d'un avocat, surtout dans l'exercice de sa profession. Ça va commencer par la déontologie, comment se comporter avec les clients et les adversaires, et surtout avec les confrères, parce qu'il y a la confraternité qui est très très importante dans notre corporation, le respect de confraternité, et aussi par rapport aux magistrats qu'il faut respecter, parce que nous sommes auxiliaires de justice, c'est-à-dire nous sommes là pour accompagner et surtout pour assister et surtout pour participer à l'évolution des droits positifs. Écoutons à présent l'intervention du directeur de l'École nationale d'études judiciaires. Formation théorique et pratique in situ au niveau de l'institution, mais également le stage sur le terrain. Donc, pour les intervenants au niveau de la formation, nous avons mixté des personnes ressources au niveau local, donc les professionnels de la place, mais également des intervenants extérieurs vont nous accompagner. Et donc ces interventions extérieures démarrent dès la semaine prochaine, dès le dimanche 13 novembre. Le planning vous sera distribué. Il y a une personne extérieure qui va venir de l'extérieur pour effectivement démarrer au niveau de la déontologie. Et la semaine d'après, donc il y aura une intervenante externe également. Et ensuite, nous allons démarrer avec les intervenants locaux. Et donc ainsi, nous alternerons des intervenants externes et des intervenants locaux pour vous permettre au milieu de l'année prochaine de valider votre formation. Toujours en nouvelles du pays, l'Union de la presse francophone de Djibouti, en collaboration avec l'UNICEF, a lancé aujourd'hui à l'Institut des études diplomatiques les travaux d'un atelier de coaching des jeunes sur la rédaction d'articles et la réalisation de courtes vidéos. La cérémonie de lancement de cet atelier, qui va durer 3 jours, a vu la présence du président de l'UPF, Kendid Ibrahim Hussein, de la représentante de l'UNICEF, Bit Dastel, du chargé de communication de l'UNICEF et une vingtaine de jeunes qui vont bénéficier de cette formation. Abordant la formation des jeunes sur la rédaction d'articles et la réalisation de courtes vidéos, le président de l'UPF a indiqué que celle-ci a pour objectif de mieux les outiller pour qu'ils puissent acquérir les bases de l'écriture et les petites techniques indispensables de l'audiovisuel, mais aussi de se familiariser avec les droits des enfants dont ils sont appelés à participer à la promotion et la protection. Il a souligné que cet atelier comprendra également une partie pratique. À la fin de cette formation, les jeunes auront produit un nombre d'articles, vidéos et photos qui seront présentés dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'enfance le 20 novembre prochain. Des enfants. Comme vous le savez, dans quelques jours, comme chaque an, le 20 novembre, le monde célébrera la Journée mondiale de l'enfance, qui correspond aussi au 33e anniversaire de l'adoption par l'Assemblée générale des Nations Unies, et donc des États de la Convention relative aux droits de l'enfant. Ça, c'est un traité qui guide les pays et nous-mêmes aussi dans la mise en œuvre des programmes en faveur des enfants. Les principes de la Convention nous engagent également dans la promotion des droits de l'enfant, de l'activité organisée aujourd'hui. Vous faites partie de cet engagement, car grâce à votre engagement, et votre participation dans la production d'articles et d'autres supports de communication, vous contribuez à faire en sorte que les droits des enfants soient plus connus et aussi reconnus par plus de personnes à Djibouti. Et dans son discours prononcé à cette occasion, le président de l'Union de la presse francophone, Kendid Ibrahim, a rappelé la bonne collaboration qui existe entre l'UPF et l'UNICEF. On l'écoute. La formation d'aujourd'hui est importante à plus d'un titre parce que
vous jeunes, voilà, qui ont été à l'université ou qui ont un niveau d'instruction et d'éducation assez voilà, convenable. Vous êtes donc une composante très importante qui compte beaucoup de la société. Et vous êtes peut-être parmi vous le futur leader de ce pays. Et le souci de l'UNICEF et de l'UPF, c'est de former les jeunes de votre génération pour qu'ils puissent être à même utiles pour la société. Ces 3 jours de formation seront très très bénéfiques pour vous et c'est grâce à l'UNICEF qui a voulu soutenir cette activité que voilà, ce travail se réalise. Donc vous serez amenés à découvrir les techniques de base pour la rédaction d'articles ou d'animation de pages de blog ou de réalisation de courtes vidéos, ce qui vous permettra d'avoir voilà, une technicité de base pour être un peu autonome dans tout ce que vous entreprenez comme écrit ou comme audiovisuel. Enfin, donc pour clore l'actualité nationale, direction la ville de l'Unité d'Ikil, où une cérémonie d'inauguration d'un nouveau pavillon du marché de Dikilville s'est déroulée hier. Et dans le cadre de l'organisation des cérémonies d'inauguration d'un nouveau pavillon du marché de Dikil, le président du conseil régional, Mahad Hussein, en présence du préfet de Dikil, a accueilli dans son bureau le 7 novembre dernier exactement une importante délégation composée du chef de la coopération, de la délégation de l'Union européenne, de l'ambassadrice de France à Djibouti, du cabinet de l'expertise France ainsi que du conseiller technique du ministère de la décentralisation. Lors de cette réception autour d'une pause café, les autorités locales et les délégations hôtes ont longuement discuté des atouts et des potentialités de cette région, notamment dans le domaine à caractère social. Le président ainsi que le préfet de Dikil n'ont pas manqué d'apporter des éclaircissements sur de nombreux points concernant la région. Avant de quitter la réunion, des cadeaux ont été offerts à l'ambassadrice de France à Djibouti qui a souhaité entamer sa première visite de travail dans la région de l'Unité. Et par la suite, la délégation conduite par les autorités de la région s'est dirigée vers le lieu de la cérémonie d'inauguration du centre du pavillon du marché de Dikilville et fut accueillie avec acclamation par une foule immense. Animations culturelles et danses folkloriques se poursuivirent. Et les autorités de la région se sont succédées donc à la parole pour exprimer les mots de bienvenue et remerciements aux délégations hôtes. La chef de coopération de l'Union européenne, le secrétaire général du ministère de la décentralisation et la diplomate française ont procédé ensemble à l'inauguration et à la photo de famille, donc suivie d'une visite au sein du nouveau pavillon du marché de Dikilville. Partie intégrante de la vision 2035 de Monsieur le Président. Le programme d'appui à la décentralisation aux initiales locales, ADIL, a pour objectif de favoriser le développement local inclusif et de promouvoir des projets que vous voulez mettre en place, comme le marché. Et les autorités de la région de Dikil se sont également exprimées lors de cette cérémonie. Je dirais, j'ai un mot de bienvenue. Je ne vais pas trop m'attarder, j'ai pris juste la parole pour souhaiter la bienvenue à la Madame l'ambassadrice, à la chef de mission de l'Union européenne, aux habitués membres de l'ADI, à la délégation du ministère de la décentralisation, à sa tête également le secrétaire général. Je vous dis, soyez les bienvenus. C'est une journée dédiée à l'activité et aux actions du conseil régional et de l'ADIL. Je ne vais pas m'attarder sur ça et leur voler la vedette. Je leur laisserai vous expliquer le tout. Je vous dis juste, soyez les bienvenus. Je dis, j'encourage seulement ADIL à poursuivre ses actions dans la région et dans la ville. Je vous dis, bravo, mes félicitations et
tous mes encouragements. Salam alaikum wa rahmatullah. Et enfin, le secrétaire général du ministère de la décentralisation a rappelé l'importance de cette cérémonie. On l'écoute. J'aimerais avant toute chose profiter de cette occasion pour exprimer au nom du ministère délégué chargé de la décentralisation ma gratitude et mes vifs remerciements à l'Union européenne pour sa contribution au processus de la décentralisation, notamment à travers le programme ADIL. Je voudrais par la même occasion féliciter l'équipe de l'agence d'exécution du programme ADIL, en l'occurrence Expertise France, pour le professionnalisme dont elle fait preuve dans l'exécution de ce programme. Mesdames, Messieurs, la décentralisation initiée par le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, est, comme vous le voyez, en marche. En outre, faut-il rappeler qu'à travers le programme ADIL, qui a démarré en janvier 2020, l'Union européenne et Expertise France accompagnent le processus de décentralisation en cours et favorisent le développement inclusif des régions. Un soutien aux actions de développement économique est privilégié en accord avec les plans de développement régionaux. Ainsi, les conseils régionaux disposent de financements appropriés pour les investissements sous leur maîtrise d'ouvrage afin de promouvoir le développement local dans les domaines social, économique et environnemental. Et de là, nous passons à l'actualité internationale, régionale notamment. Ebola, la peur gagne du terrain en Ouganda, alors que de nouveaux centres de traitement ouvrent leurs portes à près de 150 km de Kampala, la capitale ougandaise. La dernière souche du virus Ebola suscite la peur des habitants de Kassanda et Mubende. À ce jour, 53 personnes sont mortes, dont des enfants, sur plus de 135 cas, selon des chiffres du ministère ougandais de la Santé, qui font craindre que cette maladie hautement contagieuse se propage dans tout le pays. Le virus Ebola est hautement contagieux et se transmet par fluide corporel. Si elle est justifiée, la crainte des habitants est également liée à la désinformation qui véhicule l'idée que la maladie se propage dans l'air. Les symptômes les plus courants sont la fièvre, les vomissements, les saignements et la diarrhée. Parfois, ces fausses informations poussent les proches des victimes à exhumer les corps après des enterrements pour accomplir des rites traditionnels, un acte qui a causé des pics d'infection. Les autorités tentent de développer les installations sanitaires rurales en installant des tentes d'isolement et de traitement à l'intérieur des villages afin que des communautés puissent accéder rapidement à des soins médicaux. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Extensif de programme sur Télé Djibouti.